Tu regardes un tableau, s'il vaut 100 euros, tu n'as pas le même œil s'il vaut 100 000 euros. Voilà, donc tu le trouves beaucoup plus beau quand il a 100 000, c'est bizarre. Yannick Reimer, bienvenue dans Petit Kawa. Merci de l'invitation. Avec plaisir, je te présente très rapidement pour qui le nom serait encore étranger. En Alsace, tu es à la coiffure, ce que Sébastien Loeb et Torali. 200 salons de coiffure à travers le monde qui te font du coup compter parmi les artisans coiffeurs les plus connus de la planète. Tu es aussi un amoureux d'art, un épicurien, un homme qui sait vivre, disons-le. Et c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau de Petit Kawa. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir de partager ce Petit Kawa avec toi. D'ailleurs, il n'y en a plus. On va faire le plein. Il était très bon d'ailleurs. Yannick, avant d'être l'entrepreneur et le coiffeur qu'on connaît aujourd'hui, d'avoir des salons un petit peu partout dans la planète, tu as grandi dans un petit village qui s'appelle Athènes. Alors, à ne pas confondre avec Athènes en Grèce, on n'est pas vraiment sur le même type de village. Ça ressemble à quoi Athènes? C'est près de Wissembourg, c'est ça? Alors, j'ai grandi effectivement dans un petit village qui s'appelle Hatton, avec un H devant. Et on est à 10 km de Wissembourg. Voilà, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas. Je suis né à Wissembourg d'ailleurs et j'ai fait mon apprentissage à Wissembourg dans un petit salon de coiffure qui m'a appris ce fabuleux métier qu'est la coiffure. C'est vrai que ce métier, je ne l'ai pas choisi au départ, c'est mon père qui l'a choisi pour moi. Justement, d'ailleurs, à Athènes, ton papa avait un salon de coiffure qui était accolé au salon de la maison. Ça devait être original. Tu as grandi dans cette ambiance-là. Ça ressemblait à quoi Alors, le salon de coiffure était effectivement à côté du salon de télévision. Télévision noir et blanc, bien sûr, à l'époque. Donc, souvent, la porte du salon de coiffure était ouverte sur la porte du salon. J'ai vécu avec toutes les odeurs de la coiffure depuis mon plus jeune âge. Ton père, il a toujours été derrière toi et t'a toujours soutenu, même au-delà du fait d'avoir son salon. Plus tard, c'est lui qui t'a encouragé à venir faire ta première expérience sur Strasbourg, à te lancer un petit peu dans le métier. C'était quoi, au-delà de la relation liée autour de la coiffure, c'était quoi la relation que tu avais avec ton père? Alors, c'était très proche. Mon père était un papa très autoritaire. Donc, en gros, c'est lui qui avait décidé que j'allais être coiffeur. Donc moi, j'étais plutôt un garçon obéissant. C'est vrai que je n'étais pas forcément le premier de la classe parce que j'avais d'autres préoccupations et d'autres priorités qui étaient plutôt les copains du village, le football, la pêche, plus tard un peu les filles. Et des belles occupations. Des belles occupations normales d'un certain âge. Et c'est vrai que j'étais dans une classe moyenne et j'étais moyen dans la classe moyenne. Parce que je ne révisais jamais. C'est-à-dire, en fin de compte, je ne me suis pas donné les moyens d'éventuellement d'être un peu devant. Donc, je faisais toujours un peu sur ce que j'avais écouté, mais je n'ai pas travaillé à la maison. Et donc, du coup, j'ai continué comme ça. Et à un moment donné, je me suis lancé dans la coiffure parce que je pense que c'était... J'ai écouté mon père parce que je pense que c'était bien effectivement de reprendre l'entreprise familiale. Et j'ai eu de la chance, énormément de chance, de tomber sur le plus beau métier du monde. Parce qu'il y a très peu de métiers aujourd'hui qui donnent cette possibilité d'avoir autant de cordes à son arc. C'est incroyable, c'est-à-dire c'est un métier qui est merveilleux, c'est un métier qui devrait être beaucoup, beaucoup plus valorisé que ce qu'il est actuellement. Et à côté de la coiffure, tu passais beaucoup de temps avec ton père ou c'était uniquement ça qui vous rapprochait Pas assez. J'ai pas passé assez de temps avec mon père, j'ai pas suffisamment discuté. Je l'ai perdu très tôt, donc il est parti très, très jeune. Donc pour moi, pas assez, malheureusement pas assez. Tu es allé faire ton service militaire, tu t'es retrouvé chez les parachutistes de Montauban. Ça, c'était pas par hasard. C'était pas par hasard, justement, j'aimerais savoir comment tu t'es retrouvé chez les services des parachutistes de Montauban. Il faut être volontaire. Donc, et moi, j'avais des choses à me prouver, j'avais des choses à me prouver moi. Peut-être à mon entourage aussi, c'est-à-dire qu'il fallait être courageux et qu'il fallait être un homme. Donc je me dis, il faut para, ça c'est le truc qui en jette quoi. Qui en jette, ça le fait bien, c'est un respect quoi, béret rouge. Tu savais dans quoi tu t'engageais un peu ou on t'avait raconté un peu? Ouais, il y avait quelqu'un du village qui l'avait fait et ça m'avait impressionné. J'ai dit tiens, je veux le faire aussi. J'ai fait mes premiers sauts dans un PMP. Et tu t'en doutes bien, à 18 ans, que j'ai jamais voyagé, j'ai jamais quitté
mon Alsace. Je crois que je suis allé une fois à la Grande Motte avec mes parents à 15 ans, donc j'avais vu la mer quand même, mais on est allé en voiture. C'était mon baptême de l'air. Hein. Tu savais que tu allais... Oui, bah forcément j'avais le parachute sur les épaules. Hein. Tu savais que c'était pas de visite Donc du coup, on a décollé, on vole, et puis d'un seul coup les portes s'ouvrent, et deux bouts accrochés. Donc c'était des parachutes automatiques, hein, c'est comme l'armée, hein, c'est l'armée d'ailleurs. Hein, donc on fait comme ça, et puis hop, go, 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 go. Et on t'apprend pas, on te briefe pas sur comment atterrir? Si, bien sûr. Ouais, T'es pas lâché. C'est une préparation militaire parachutiste. Donc la première fois que tu es monté en fait en avion. Donc mon baptême de l'air, ça c'est une anecdote quand même assez drôle. Parce qu'il y en a plein qui ont peur de la première fois qu'ils prennent l'avion. Moi, la première fois que j'ai l'avion, je devais sauter de l'avion. Donc c'était autre chose qu'un baptême de l'air traditionnel. Hein. Quand tu avais 20 ans, tu es tombé amoureux dans une galerie à Strasbourg d'une toile que tu n'avais pas les moyens de t'offrir et que malgré tout, tu as ressenti le besoin d'acquérir. Est-ce que tu peux me parler de ce coup de foudre un peu pour l'art et comment pourquoi il fallait que tu aies ce tableau-là? C'était quoi ce tableau? Je me promenais au Halles. À l'époque, il y avait une galerie. Je ne me rappelle plus du nom de la galerie. Je suis rentré dans cette galerie et puis il y avait un artiste qui s'appelait, puisqu'il est décédé, Michel Guédron. Un artiste français qui peignait des maisons alsaciennes au couteau. Des tableaux comme ça, de cette grandeur à peu près. Et je suis tombé nez à nez devant ce tableau. Je trouvais ça tellement beau. J'ai eu tellement d'émotions. Je me suis dit, je ne peux pas me passer de ça, de cette émotion que je retrouve devant ce tableau. Et donc, ça représentait à peu près 2 mois de salaire. Donc, j'ai demandé au patron si je pouvais payer en plusieurs fois. Il m'a accordé cette faveur. Et j'ai pu me payer mon premier tableau comme ça. Donc. Et qu'est-ce que ça t'apporte justement comme émotion, ça, et plus généralement après les autres œuvres que tu t'es procurées? C'est du plaisir. Ça te touche à quel niveau le plaisir de l'œil, je trouve ça beau. Je suis un contemplatif, la nature me plaît, j'aime me promener dans la nature, j'aime ce qui est beau. Ça te procure des émotions ou c'est juste visuel, c'est juste vraiment de l'émotion. Tiens, et après c'est aussi, malheureusement, c'est aussi de la possession. Hein, donc je suis, comment dire, qu'on appelle ça, c'est-à-dire quand on est matérialiste. C'est pas... C'est pas très zen, hein. D'ailleurs c'est mieux de se libérer de tout. Hein. J'ai un copain comme ça que vous connaissez certainement qui s'appelle Muammer Yilmaz, qui a fait le voyage autour du monde sans argent et tout ça. Il me dit il faut rien. Donc je l'écoute, je passe des soirées ensemble, je suis admiratif. Moi, malheureusement j'en suis pas là, quoi. Je suis encore en train d'accumuler. Donc, je n'ai pas compris exactement le sens réel, parce que c'est vrai que dans l'absolu, on va partir sans rien. Pour l'instant, j'y suis pas, j'ai encore un peu de travail. Mais ça, l'art est un petit peu différent, j'ai l'impression là-dessus, puisqu'il y a effectivement quand même quelque chose au-delà de posséder, du ressort de l'émotion. Effectivement, ça t'apporte quelque chose quand même, ça te grandit aussi. Oui, d'abord, ça m'a toujours plu d'avoir de l'art autour de moi, de vivre dans l'art. Et puis, j'ai aussi vu que ça prend de la valeur, quoi, quelque part. Ça, c'était la cerise sur le gâteau. J'ai jamais, dans ma nature, même mon métier, j'ai jamais fait les choses pour l'argent. Mon moteur n'a jamais été l'argent. À aucun moment, j'ai fait par passion, j'ai fait par amour. L'art, c'est pareil. J'ai fait parce que j'ai voulu avoir ça, parce que j'avais besoin de ça pour vivre. Voilà. Donc, j'ai gagné ma vie avec ma profession. J'ai pu voyager, j'ai voulu voyager. J'ai trouvé, avec mon métier, de faire des salons un peu partout dans le monde, de pouvoir voyager, et que ce sont les entreprises qui me payent les voyages, et qui me payent les plus beaux hôtels, qui me payent le voyage, le transport, et qui ne sont pas pris sur mes vacances. Donc en gros, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. J'étais en 1980-86 à New York, où il y avait une expo d'un jeune, d'un certain Jean-Michel Basquiat. Quand j'ai vu, j'ai pas vu Basquiat, j'ai vu une expo d'un artiste où j'ai eu un coup de cœur, que j'ai adoré. J'ai dit, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. J'ai dit, ça coûte combien? 100 000 $. 100 000 $, je venais d'acheter mon appartement, notre premier appartement que j'ai payé 500 000 francs, 75 000 €. Donc plus cher que mon appartement, et j'avais pris un crédit sur 15 ans.
Donc 100 000 $, c'est pas discutable. c'était inimaginable. Je dis, j'adore. C'est une étoile de 2 mètres sur 2. Que si tu aimes Basquiat, c'était les Basquiat de la plus belle des époques. Et c'était les Basquiat qui valent aujourd'hui entre 50 millions et 100 millions de $. Basquiat, Soulage plus tard. Soulage, c'était abordable. Il y a 10 ans, c'était abordable encore. C'est tellement beau. Mais j'avais pas l'œil. L'œil, des fois, il faut du temps pour. Moi, j'étais très figuratif. Donc, j'étais toute ma vie dans le figuratif. Toutes les artistes figuratifs, j'ai collectionné le figuratif. Je suis seulement dans l'abstrait depuis quelques années. C'est quoi ton best-seller en abstrait, ton artiste préféré? Soulage, Pierre Soulage. Soulage, mais après, tu as du Pollock, tu as Schneider maintenant. Schneider, c'était. Je suivais Schneider depuis des années, ça coûtait rien. Ça fait 30 ans qu'il est mort. Personne n'en voulait. Perrotin, une grande galerie parisienne et galerie du monde entier, s'est mis sur Perrotin. Maintenant, d'un seul coup, Schneider, tu ne peux plus les avoir. C'est ça qui est intéressant avec l'art aussi, c'est que d'un coup, après, c'est-à-dire, c'est un sujet entier où je pourrais t'en parler pendant des heures de l'art, de la valeur de l'art et de la vision que tu as de l'art à partir du moment que ça vaut cher. Parce que tu regardes un tableau, un tableau, s'il vaut 100 €, tu n'as pas le même œil s'il vaut 100 000 €. Voilà, donc tu le trouves beaucoup plus beau quand il a 100 000, c'est bizarre. Alors qu'il peut être aussi beau à 100. C'est un vrai sujet. On refera un petit C'est un sujet, j'aborderai volontiers. Tu as traversé quand même énormément de tendances différentes et de manières de faire. Je ne te parle pas des tendances actuelles. Est-ce que tu te rappelles de périodes de ta carrière où il y avait des tendances? Alors, on peut parler de tendances. Il y avait des tendances. Je t'ai dit que je ne veux pas parler de tendances parce que ça change tout le temps. Non, bien sûr. Mais dans ta carrière, quelles sont les tendances qui t'ont. Où vraiment maintenant, avec du recul, tu te dis, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était comme horreur ça, de faire ça? La permanente. La permanente, ouais, quand même. Elle revient maintenant, j'ai vu en plus. Ouais, je vois ça chez pas mal d'hommes, c'est-à-dire qu'une espèce de champignon sur la tête. Je ne trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus beau, mais bon. Ouais, la permanente quand même, parce qu'on en a abîmé des cheveux quand même. Et permanente, mèche, couleur, on a pas mal fait à l'époque. On a mélangé les genres. Pas trop. Il y a eu des ratages. C'est pas des ratages, mais disons, en fin de compte, on abîme le cheveu pour mieux le soigner, quoi. Donc, d'abord, on abîme pour donner un volume, pour faire ça, mais ça abîme quand même, et après, on le soigne. Donc, on encaisse 2 fois. Maltraitance de cheveux. D'ailleurs, je vois qu'il y a toute une tendance aussi des années 2000 qui revient là doucement avec les petites couettes, avec les petits chignons, avec tu sais, la mode, c'est un éternel recommencement. C'est cyclique. Tu ne peux pas inventer des trucs. Donc forcément, que ce soit dans le vestimentaire, que ce soit dans la coiffure, il y a des choses qui ne sont plus tendance du tout, mais qui, dans 5 ans, on en reparle et ce sera tendance, quoi. Même la coupe mulet, elle est en train la coupe mulet revient en force. Tout à fait. Revisitée, mais quand même, c'est pas la Littbarski qu'on connaissait. Tout à fait. Tu connais pas Littbarski? Non, par contre, je connais bien la coupe mulet. Littbarski, c'était un célèbre footballeur allemand. Donc forcément, c'était les spécialistes de la coupe mulet. Oui, tout à fait, et qui revient dans beaucoup de séries aussi maintenant, et même dans les rues, c'est comme un endroit. Moi, je reste un éternel traumatisé ma tante était coiffeuse, de la coupe au bol, que je n'avais pas le choix de porter, puisque dès qu'elle venait, je repartais avec une coupe au bol. J'espère que cette même la coupe au bol qui est historique, parce que c'était les moines qui faisaient ça, à un moment donné, c'était la Stone. Stone, c'était aussi une coupe au bol, mais une coupe au bol longue. Donc Stone, tu avais soit, pour les modernes, c'était la coupe Stone et Chardin, et parce que donc Stone et Chardin, c'était que tu connais pas non plus. Non, pas du tout. Et Mireille Mathieu, tu connais? Oui, Mireille Mathieu. Bon, voilà. Donc Pujadas aussi. La coupe au bol. Tu penses que ça va revenir, la coupe au bol? C'est possible. C'est possible. Ouais. Bon. C'est la coupe. Après, la coupe Louise Brooke. La coupe Louise Brooke, c'est une coupe indémodable. C'est la coupe de Louise Brooke, c'est années 30, une actrice des années 30. Et après, tu as Amélie Poulain. Bien sûr. Donc la coupe comme ça, tac, coupe merveilleuse. Qui fonctionne très bien, intemporelle. On a un petit moment qu'on instaure dans Petit Kawa depuis peu. C'est 3 questions random qui sont complètement aléatoires, qu'on pioche, qui sont très personnelles, qui sont là-dedans. Je te propose d'en piocher une, de la lire à haute voix et d'y répondre. Ah, il y en a 2? Non.
Y a-t-il une personne que tu regrettes d'avoir perdu de vue, qui te manque souvent? Quelqu'un que tu as Ouais, bah, j'ai mon ami d'enfance, hein, Sam. Il s'appelle Sam aussi? Sam, ouais. Ok. Sam, ouais, pas de... qui était vraiment mon meilleur ami, qu'il est encore, parce que, je veux dire, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et on a passé toute notre enfance, notre petite enfance, parce qu'on était dans la même classe en maternelle, en primaire. Après, on était au collège, on était ensemble aussi. Hein. Et c'est un garçon qui était brillant. Il était 20 sur 20 en maths tout le temps, c'est-à-dire c'est une tête. Et puis. C'est pas le même Sam que moi. et puis. Bon, ils étaient 13 enfants et donc du coup il ne pouvait pas faire d'études et il a fini à l'usine malheureusement. Tu sais plus où il est? Bah, il est toujours dans le village, hein, donc, mais ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. Quoi, donc, même quand je dis 10 ans, ouais, je l'ai vu une fois, il y a 10 ans, mais sinon effectivement je ne le vois malheureusement plus. Quoi. J'ai une question un peu plus philo. Est-ce que tu trouves que tu profites assez de la vie? Malheureusement pas assez. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai beaucoup travaillé. Donc j'ai consacré ma vie à ma passion. Et c'est pas ça ta manière de profiter de la mais vie? Certainement. Mais bon, après, je profite quand même. J'ai eu la chance d'avoir mon fils tard. Oui, j'ai eu de la chance. Je l'ai eu à 48 ans. Parce que j'étais prêt pour avoir mon premier enfant. Et d'avoir plus de temps. Je pense que j'ai certainement eu plus de temps à cet âge-là que j'aurais eu à 20 ans. Voilà. Donc, malgré ça, on me dit quand même, tu ne consacres pas assez de temps. Bon, voilà, moi je pense que de toute façon, il vaut mieux consacrer un temps, quand on le consacre, qu'il soit bon. C'est pas forcément la quantité qui fait que ce soit bien. C'est la qualité des moments consacrés qui sont importants, je pense. Je suis assez d'accord. À propos de temps libre, je suis tombé sur ça hier. J'étais très surpris et content de tomber sur ça hier, de voir sur ta page Instagram que tu as fait Saint-Jacques-de-Compostelle à vélo. Oui. Et parce que j'avais pas le temps. Parce que tu n'avais pas le temps. De le faire à pied. Alors sache que je l'ai fait pour toi, moi, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je l'ai fait il y a 4 ans, je l'ai fait depuis Strasbourg. J'ai marché, j'ai la chance de pouvoir marcher 2400 3 mois alors. Oui, à peu près 3 mois, exactement. Voilà. Et du coup, je voulais un petit peu en parler avec toi. Quel souvenir t'en as tiré déjà? Est-ce que tu es croyant? Comment tu t'es retrouvé sur ce chemin? Pour moi, c'est le... J'ai jamais su, vraiment pourquoi je m'étais retrouvé sur Saint-Jacques. C'est comme si j'avais été un peu appelé par ce chemin-là. Ouais. Et très souvent, en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que personne ne sait vraiment pourquoi ils se retrouvent là. Est-ce que toi, tu sais pourquoi? Pour moi, c'est le plus beau voyage de ma vie. C'est simple. J'ai beaucoup voyagé dans le monde entier, mais c'est le plus beau voyage de ma vie. Et donc, pendant très longtemps, j'ai dit, ok, j'en rêve. Mais tu l'avais déjà en tête? Je l'avais en tête, c'est un truc que j'aimerais faire, mais j'ai pas le temps. Et un jour, j'ai acheté un vélo électrique. Je savais par quelle ville je voulais passer, mais je ne connaissais pas mon chemin. Tu étais croyant à ce moment-là? Oui, je suis toujours croyant. Ouais. Donc voilà, pas pratiquant, mais croyant. Hein, donc, et moi, j'ai eu la chance. Le premier jour, j'ai rencontré Dieu. Pour moi, j'ai rencontré Dieu. C'est quelque chose qui était... de toute façon, le chemin, il est christique, surtout il a habité ce chemin. Bien sûr. Ça sent ceux qui croient, même ceux qui ne croient pas, ils le ressentent à un moment donné. Tu as pris le Camino Frances, du coup? Oui. C'est ça qui rentre dans les terres? Oui, je suis allé jusqu'à... le chemin historique et je suis allé jusqu'à Finistère. Donc jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en as tiré de plus grand? Il y a une leçon que tu as pris en particulier? J'ai toujours été incapable de répondre à cette question. Alors après, j'avais plein de choses que je vais changer dans ma vie. Après, la vie a repris le dessus et les habitudes sont revenues. Hein. Maintenant, ceci dit, j'ai décidé tous les 6 mois, je vais faire 1500 km en vélo. Ah ouais, ok. Voilà. Donc en août, j'ai fait Strasbourg-Cannes, aller-retour. Okay. T'as jamais eu envie de retourner le faire? Moi, je retourne. Si, je voulais, mais j'ai toujours un problème, c'est que c'est le retour avec le vélo. Ouais. Donc c'est le problème du vélo. À un moment donné, tu peux y aller. Pied, ça te parle pas? Bah ça, c'est long quand même. C'est long. Voilà, c'est long. Donc je pense que je vais le faire un jour, et c'est pas assez rapide. Pour moi, qui aime les choses que ça aille vite. Donc je suis pas dans
l'espace-temps est trop. De étendu. faire à pied, tu fais 20-25 km par jour à peu près. Ouais, moi j'en faisais 25. 50 à la fin, mais 50 mais je km marchais par bien. jour. Mais ça faisait 3 mois que je marchais, du coup, Ouais. t'es habitué, mais au début, la moyenne, c'est 25-30, ouais, Ouais. selon les Ça étapes. va pas vite parce que Ça prend tu du temps. commences de C'est Strasbourg. très contemplatif Tu aussi. commences à Strasbourg le premier soir, tu n'es même pas à Célestat. Non, T'es là, juste ça, à je Bar, serais été t'es à à Bar. Bischofsheim. Ouais. T'es à Bar. Donc c'est un peu. Ouais, c'est clair. Donc tu arrives à Mulhouse et tu as déjà fait une Ben, semaine. Mais c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a une conception du temps qui est très différente, puisque finalement, en fait, on passe en une semaine ce qu'on fait en 1 heure et demie Ouais. en bagnole. Du coup, il y a vraiment Ouais. tout qui est très différent dans la manière de voir le temps passer. Ouais. Ben, merci Yannick Riemer d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir passé ce temps-là avec moi. On a une petite question avec laquelle on finit chaque émission de Petit Kawa, c'est qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quel est ton programme pour Quel la est mon journée? programme aujourd'hui? Là, je vais manger avec mon fils. Il m'attend, il devait manger avec moi hier, j'ai pas eu le temps, il ne m'avait pas prévenu. Donc j'ai prévu de manger avec lui ce midi. Je sais que j'ai un rendez-vous à 2h30, mais je ne me rappelle plus avec qui. Par Ok. contre. Donc j'ai une visite de chantier parce que je suis en train de faire les travaux de la galerie, 2 rue du Saumon. Et j'ai un rendez-vous en fin d'après-midi pour voir comment on va finaliser les travaux. C'est Et quoi ce ça, soir, à 19h, j'ai rendez-vous avec un acheteur que j'ai rencontré ce week-end, qui avait craqué sur un tableau et qui vient le regarder encore une fois ce soir pour éventuellement, j'espère, me le confirmer. Ok, ben on te souhaite. Et après, ce soir, j'ai Koh-Lanta. Voilà, ça c'est déjà un bon programme. On te souhaite que ça aboutisse en tout cas. Bon Koh-Lanta ce soir et merci d'être passé pour boire un petit kawa chez Ch'timi. Merci, Très merci bonne journée. beaucoup. Bonne journée à vous aussi.